par les autorités allemandes du seul suspect. Du côté de l'enquête, la plus grande confusion demeure. Après avoir annoncé l'arrestation d'un suspect, un demandeur d'asile pakistanais, les autorités ont fait marche arrière. L'homme a été remis en liberté, faute d'éléments à charge. Un commentaire de Aya El-Shel et Sarah Al-Maghrabi. Il s'agit de l'attentat le plus grave commis sur le sol allemand dont Daesh a endossé la responsabilité. Le carnage lundi soir sur le marché de Noël survient dans une Allemagne jusqu'alors épargnée par les attentats de grande ampleur. Les autorités allemandes n'ont pas pour le moment authentifié la revendication de Daesh, mais selon le parquet antiterroriste, la cible choisie et le mode opératoire peuvent faire penser à une attaque islamiste. Les faits rappellent en effet l'attentat au camion bélier du 14 juillet à Nice en France, le soir de la fête nationale, un attentat qui avait fait 86 morts. Du côté de l'enquête, la plus grande confusion demeure. Après avoir annoncé l'arrestation d'un suspect, un demandeur d'asile pakistanais, les autorités ont fait marche arrière. L'homme a été remis en liberté mardi soir, faute d'éléments à charge. Du véritable auteur de l'attentat étant toujours fuite. Selon le chef de la police berlinoise, le fugitif avait une arme, sans doute celle qui a servi à tuer le chauffeur polonais, en titre du camion utilisé pour foncer la foule. L'homme a été retrouvé tué par balle dans son véhicule qui lui avait été dérobé. Les craintes à Berlin restent donc grandes après l'attentat et les mesures de sécurité y ont été renforcées. Donc, comme on vient de le voir, un attentat vraiment lâche, si l'on peut dire, puisqu'il s'attaque aux civils un jour de marché de Noël, c'est-à-dire un attentat vraiment bas, si l'on peut dire. C'est dramatique, ça fait de la peine, ça fait mal au cœur. Mais la terreur aujourd'hui, c'est le nouveau défi du monde. Le nouveau défi en ce qui concerne comment peut-on coopérer entre ces pays pour envisager le cancer du monde aujourd'hui. Nous avons vu, par exemple, si nous regardons dans les dernières 2 années, les attentats de Nice, comme on vient d'apprendre le 14 juillet, les attentats de San Bernardino en Californie, à New York, à Paris, en Belgique, voilà. Alors c'est tout le monde qui envisage cette erreur et il n'y a pas d'exception. Alors c'est un cancer qui se propage et on ne peut pas le diagnoser. D'où provient-il? Vous savez, s'il y avait une guerre entre une armée et une autre, ça aurait été plus facile pour un côté pour détruire cette armée. Mais ce n'est pas le cas. C'est une guerre contre un inconnu, c'est une guerre contre des gens que vous avez décrits comme lâches, c'est une guerre comme hit and run, détruire et courir. C'est malheureusement comme j'aimerais faire la ressemblance entre le cancer et la terreur. Il s'agit d'une cellule de cancer pour détruire le corps. Il s'agit d'un terroriste pour rassembler une armée tout autour. Le cancer n'a pas encore trouvé une solution, un remède, et ça prendrait du temps. De même, la terreur n'a pas trouvé encore et n'a pas l'air d'être résolue bientôt. Mais le monde doit aujourd'hui coopérer ensemble pour envisager ce nouveau défi. Je donne un petit exemple, laissez-moi sortir un tout petit peu de cette ligne, mais c'est une chose qui se rapporte au sujet. Le monsieur Donald Trump, qui a été élu comme président et qui bientôt assumera ses responsabilités, se rapproche de la Russie. Il y a des gens qui sont contre, mais il y a des gens qui sont pour, parce que les ennemis maintenant ne doivent pas être les pays l'un à l'autre. Ça pourrait être dans l'intérêt de l'humanité que les États-Unis et la Russie, avec tous les pays du monde, avec la Chine, avec le Japon, avec l'Europe, l'Union européenne, pour se rassembler, pour se mettre à table ensemble, une harmonie, une compréhension, une entente entre ces pays pour servir l'humanité, pour servir le monde, pour envisager cette erreur. Il faut maintenant, la nouvelle guerre sera la guerre contre le terrorisme. Le terrorisme qui est le nouveau cancer de la société et qui, comme Dr Bassant a dit encore, que le monde entier y souffre. Et ça influence l'économie, ça influence beaucoup. Et nous avons vécu ici en Égypte. Malheureusement, nous voyons aussi des attentats en Égypte qui font mal au cœur, qui résultent à des rivières de larmes. Et les gens qui vraiment sont touchés, des victimes, des innocents à qui leur vie est arrachée sans avoir commis aucune erreur, aucune faute.
Malheureusement, j'en ai beaucoup de sympathie pour ce qui se passe en Allemagne. J'espère qu'on pourrait trouver cet assassin, mais à quoi bon? Il y a eu des pertes de vie, il y a eu des gens qui sont blessés. Ici, on parle de blessés. Il y a des gens qui sont gravement blessés, qui sont dans les soins intensifs et qui sont plus ou moins considérés comme des morts. On a beaucoup de sympathie pour tous ceux qui sont souffert. Cette guerre contre le terrorisme va prendre du temps, mais il faut faire un effort. Il faut que les pays puissent harmoniser. Les Nations Unies devraient organiser des réunions mondiales, des rassemblements. Nous, en Égypte, nous avons passé par une certaine période, et je crois qu'en Égypte, notre force militaire a pu détruire beaucoup de ces assassins, beaucoup de ces centres de terrorisme, de ces intégristes, malheureusement de ces extrémistes. Mais j'espère que le monde envisagera peut-être une meilleure page dans l'avenir proche. On l'espère. De toutes les manières, on reste sur ce dossier puisque nous avons maintenant un reportage sur la Russie qui a dépêché en Turquie un groupe d'enquêteurs après le spectaculaire assassinat de son ambassadeur par un policier à Ankara. Les autorités turques désignent le réseau du prédicateur Fethullah Gülen comme suspect numéro 1 de l'attaque. Aya El-Shel et Sarah Al-Marabi. Caméra, un policier âgé de 22 ans a tué de plusieurs balles l'ambassadeur de Russie à Ankara, Andrei Karlov, affirmant vouloir venger la ville d'Alep, en passe d'être entièrement reprise par le régime syrien avec le soutien de Moscou. Mais dans un entretien téléphonique avec son homologue américain John Kerry, le chef de la diplomatie turque a affirmé savoir que le réseau du prédicateur Fethullah Gülen était derrière l'assassinat de l'ambassadeur, selon l'agence de presse pro-gouvernementale Anadolu. Ce meurtre est survenu en plein réchauffement des relations entre la Turquie et la Russie, qui, opposées sur le dossier syrien, ont toutefois parrainé une trêve ayant permis d'entamer l'évacuation de la partie est d'Alep, tenue par les rebelles. Les dirigeants des deux pays ont dénoncé une provocation visant à saboter leurs liens. Nous ne permettons absolument pas que nos relations avec la Russie se dégradent, a assuré mardi le président turc. La Turquie a accepté la participation aux investigations de 18 enquêteurs russes qui ont pris part à l'autopsie du corps d'Andrei Karlov à Ankara. Nous devons savoir qui a guidé la main du tueur, a de son côté passé le président Poutine, qui a ordonné à ses services secrets de renforcer les mesures de sécurité en Russie et à l'étranger. 6 proches du terreur, dont ses parents et sa sœur, sont en garde à vue mardi, ville de l'ouest de la Turquie, selon l'agence de presse Dogen. Donc, comme on a pu le voir, encore un attentat vraiment horrible, mais on ne peut vraiment pas se prononcer encore puisque la Russie va envoyer son équipe d'enquêteurs et donc il ne faut qu'attendre les résultats de l'enquête. Oui, ça fait aussi de la peine. C'est toujours en continuation avec le sujet qu'on vient de commencer, la guerre contre les terreurs et ces terroristes qu'on ne peut pas contrôler. C'est vraiment, c'est une surprise, c'est un nouveau cancer, comme je dis, comme je l'ai décrit. C'est imprévu. Quelquefois, cet acte terroriste, et on ne peut pas contrôler tout le monde, on ne peut pas contrôler tous les citoyens, tous les exécutifs. C'est impensable, c'est inévitable. Mais malheureusement, comment peut-on envisager cette armée qu'on ne peut pas localiser et qui s'étend et qui se répand dans le monde entier? C'est un nouveau défi. Et je crois que ça prendra du temps. Ça prendra du temps, mais les responsables, les dirigeants mondiaux doivent se rapprocher. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord pour cette compréhension, cette entente, ce rapprochement entre les grands pays pour qu'ils puissent se mettre à table. Et essayer, parce que vous savez, c'est facile de faire le brainwash d'un citoyen. Un citoyen qui n'a pas de travail, un citoyen qui cherche le côté financier et qu'on essaie de lui faire un brainwash avec un certain montant en dollars et puis qu'on puisse insérer des idées fausses et utiliser la religion comme façade alors que le contenu est un but politique. Il y a d'autres raisons d'extrémisme. Alors c'est facile de le faire. Mais comment peut-être, c'est par les médias, maintenant les médias sont ouverts.
Mais la famille, c'est le début. La famille, c'est la première cellule de la société. Si dans la famille, puis ça se propage à l'école, à l'université, dans le domaine de travail, si on peut commencer par ça pour essayer d'éviter que cet enfant ou cet adolescent puisse sortir et s'exposer à ces tentations extrémistes pour essayer de causer, d'arracher la vie à des innocents, ça c'est inacceptable. Et vous avez aussi besoin de la vigilance de tous les citoyens. S'ils notent chose d'inhabituel pour la location d'appartements, par exemple, et de voitures à des gens qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils devraient arrêter ces pratiques et vraiment être très vigilants à cela et prévenir tout de suite la police. Ça, c'est l'appel que les États-Unis ont appelé, ont lancé à tous les citoyens. Si vous remarquez que tout autour de vous, vous trouvez un dérèglement dans le comportement de n'importe quel citoyen, il faut tout de suite aviser pour qu'on puisse sauter là-dessus et savoir de quoi il s'agit. Mais dans de grandes villes comme en Turquie, comme en Égypte, comme autres, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut avoir beaucoup de patience, il faut avoir beaucoup de vigilance, il faut avoir beaucoup de, quelquefois une tolérance, mais ce sont des choses, ce sont des accidents qu'on ne peut pas prévoir et qu'on ne peut pas éviter. Mais il faut aller à la source. La source, c'est cet esprit qui a été activé, qui a été motivé, qui a été brainstormed par des facteurs extérieurs. Comment on peut arrêter cela? C'est un processus qui prend du temps, parce que c'est la source. Et puis, comme je viens de dire, la religion est libérée de toute accusation, que ce soit... mais l'essentiel aussi, que ces dirigeants spirituels puissent aussi lancer, puissent aussi essayer de réagir contre ces tendances de draguer ces personnes pour faire cet acte criminel. C'est un processus qui prend du temps, malheureusement. Et c'est la nouvelle guerre, c'est le nouveau défi que nous devons, comme citoyens et comme gouvernement aussi, envisager. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire... Bon, bien sûr, si on regarde ça de loin, on trouvera que la pauvreté, le besoin, l'ignorance sont à la source, bien entendu, du terrorisme. Mais aussi, on commence maintenant à voir des gens très instruits s'alliant au groupe terroriste de Daesh, venant de l'Europe de l'Est, etc., des gens qui sont vraiment instruits. Et puis, ils confondent la logique ou bien l'appel de Daesh à tous les principes des religions qui sont vraiment des principes pacifistes qui n'ont rien à voir avec le fait de semer la terreur, de tuer des femmes, des enfants, des vieillards. Et paradoxalement, ils se conduisent avec tout ce qui est en paradoxe avec les principes des religions. Tout à fait d'accord. Alors la pauvreté, le besoin financier est une partie, mais ce n'est pas toute la situation. Ce sont des idées fausses qui ont été mal semées dans une terre fertile, ces gens intellectuels, et puis ça a développé malheureusement. C'est pour ça que ces idées doivent être contrôlées, arrêtées. Mais comment faire ça? C'est une chose trop compliquée, trop compliquée. Je crois que envisager une armée, comme je viens de dire, armée contre armée, ça aurait pu être plus facile à l'armée de détruire comment dirais-je, l'autre armée. Ça aurait pu être plus facile. Mais ça, c'est une chose qui se propage, qui n'a pas de source, qu'on ne peut pas tracer, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas trouver. Ce sont des pensées, ce sont des esprits, ce sont des tendances, ce sont comment dirais-je, des conceptions qui sont contre la logique, contre l'ABC de l'humanité. Et comment on peut arrêter, comment on peut protéger nos citoyens, une chose qui devient trop compliquée. J'ai beaucoup de soucis pour l'avenir, pour nos enfants, pour les nouvelles générations. Mais c'est un nouveau défi. J'espère qu'on pourrait un jour arriver à traiter ce cancer. Exactement, comme vous l'avez comparé à un cancer. Et effectivement, c'est un cancer puisque il apparaît soudainement. Vous ne pouvez pas l'arrêter, vous ne pouvez pas le contrôler. Et vous ne savez pas jusqu'à quelle dimension il va s'étendre. C'est-à-dire, ça, c'est un phénomène qui n'est non seulement en Égypte, mais partout dans le monde. Mondialement. Donc, je pense que la vigilance, quand même, des citoyens, des policiers, c'est un élément, puisque de toutes les manières, ils sont dans le monde, ils ne sont pas ailleurs. Justement, la vigilance, le citoyen
peut faire au minimum. Je ne pense pas que les citoyens ont beaucoup de rôle à faire. C'est peut-être les dirigeants religieux, mais peut-être en famille. La famille, si le père et la mère essayent de notifier, d'aviser, nous parlons d'une chose qui va durer des dizaines d'années, mais les dirigeants religieux devaient peut-être, ce qu'on appelle le message religieux, devaient peut-être opposer à toutes ces tendances pour éviter non seulement le besoin financier, mais ce sont dépensés par des intellectuels. Avec le social media qui se propage maintenant si facilement, comment on peut arrêter? Il y a maintenant des contrôles par Internet, par les États-Unis, par exemple. On est en train de suivre maintenant tout ce qui est en dehors de la ligne pour essayer de capter, d'avoir autant que possible la source. Et maintenant, si vous remarquez qu'avec le nouveau président, M. Trump, il y a beaucoup de restrictions pour inviter, pour introduire les réfugiés du Moyen-Orient. Il a beaucoup limité. Le peuple américain est tout à fait d'accord pour ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles M. Donald Trump a eu cette victoire, victoire inattendue. Voilà. Inattendue, exactement. Avec 302 points contre 236 points pour Mme Clinton. C'est une victoire inattendue, mais c'est le peuple américain, on a eu marre. Ils en ont eu marre de cette diplomatie douce, de cette diplomatie qui n'a pas eu de résultat pour attaquer ce terrorisme par ses prédécesseurs, que ce soit le président actuel ou par d'autres dirigeants. Et c'est pour ça que l'appel, la tonalité, la personnalité, l'agression que peut-être nous avons reconnue par M. Trump était un appel, était une chose que les Américains ont voulu. Si M. Trump existait ou bien était là, ça fait 20 ans, il n'aurait pas eu de chance parce que c'est un businessman, c'est un homme d'affaires avec un empire économique, commercial, il n'a pas d'expérience politique, mais c'est sa personnalité, c'est son temps, c'est son désir, c'est son agression. Le peuple américain s'est dit, voilà, c'est ce que nous voulons. Il faut avoir une situation, une attitude ferme, stricte, contre que ce soit les Mexicains qui viennent du Sud en traversant la frontière. Il y a 2000 km entre le Mexique et les États-Unis. Ces émigrants qui passent sans passer par les ports spéciaux ou bien par les conditions normales pour entrer aux États-Unis qui causent des dégâts. Ce sont des trafiquants de drogue qui causent des dégâts et puis à d'autres extrémistes qui viennent du Moyen-Orient. On essaie de voir en Allemagne, on reprend cet accident de Berlin, si vraiment cet assassin, il vient d'un des pays du Moyen-Orient comme réfugié. Imaginez-vous, l'Allemagne lui ouvre les bras pour l'inviter, pour mener une bonne vie comme réfugié, et alors qu'il cause des dégâts. Alors je crois que... Et puis la victoire de M. Trump aura un effet sur l'Europe. Remarquez aujourd'hui Marine Le Pen, qui a une certaine chance. Madame Merkel, qui se prépare pour son 4e mandat, peut-être elle aura moins de chance avec sa décision. Elle était toujours pour inviter ces centaines de milliers de réfugiés. Et en Hollande, il y a l'extrémiste de droite. L'Europe sera touchée, j'en suis sûr, par la victoire de M. Trump, par la situation de ces extrémistes qui causent des dégâts et en ouvrant les portes. Le Brexit, une des raisons du Brexit, de la sortie du Royaume-Uni, de l'Union européenne, était à cause de ces étrangers, de ceux qui viennent de l'Europe de l'Est, qui s'installent en Angleterre et qui ont tout le droit, parce que l'Union européenne se donne les droits à tous citoyens de ces 24 pays de pratiquer tout ce qu'ils veulent en Angleterre. C'était inacceptable. Alors je crois que c'est une chose qui va beaucoup changer le monde. La guerre contre le terrorisme, la guerre contre ce cancer de la société et le nouveau défi de la société, il y aura un changement dans la géographie politique de la région, commençant par les États-Unis, et je crois que ça se propagera en Europe occidentale. Monsieur Gamil Badra, on est arrivé à la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et je vous remercie aussi de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.